Un silence étouffant règne dans le palais de justice de Paris. Les regards tendus des personnes présentes semblent suspendus dans l'air humide de la salle. La lumière vacillante des lampes fluorescentes blafardes du plafond jette une atmosphère lugubre sur les bancs de bois sombres. Le juge Gérard Depardieu se dirige d'un pas lourd vers son bureau et commence à en tapoter impatiemment la surface avec ses doigts. Depardieu, la soixantaine bien sonnée, incarne l'autorité avec son regard acéré et ses rides de plus en plus marquées. Pour lui, cette affaire n'est pas différente des autres. Il n'a même pas regardé le dossier de l'accusé. Pourtant, les événements de ce jour-là vont radicalement changer la vie de Depardieu. La femme assise en face de lui n'est pas une accusée comme les autres, et Gérard Depardieu va payer au prix fort son arrogance. La femme assise bien droite sur le banc des accusés s'appelle Leila Aslan. Ses longs cheveux noirs sont serrés sous son foulard et sa robe élégante mais simple lui donne l'air d'une statue. Sa présence dégage un calme et une détermination extraordinaire dans la salle d'audience. Lorsque le regard de Depardieu se pose sur elle, il la considère avec mépris. « Voyons qui va nous faire perdre notre temps aujourd'hui », marmonne Depardieu, et sa voix résonne dans la salle. Certains jurés s'agitent, nerveusement. Le procureur, un homme jeune et ambitieux, est absorbé par les papiers qu'il a devant lui, serrant les dents, mais il reste silencieux. Le visage de Leila ne montre pas le moindre signe d'émotion. Le juge Depardieu regarde Leila du coin de l'œil et prend un ton sarcastique. « Je suppose que vous êtes ici pour me dire que vous avez été mal comprise pour des raisons religieuses, n'est-ce pas ?» Son ton est clairement condescendant. Quelques personnes au dernier rang de la salle d'audience rient légèrement. Leila répondit par un sourire élégant, mais ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui répond à une insulte sarcastique, mais le sourire d'un sage qui sait tout mais ne dit rien. « Votre honneur, dit Leila d'une voix douce mais ferme, je pense que nous devrions tous nous concentrer sur les faits plutôt que sur nos croyances personnelles. » La moquerie sur le visage de Depardieu disparaît l'espace d'un instant. L'assurance de cette femme met Depardieu mal à l'aise. Normalement, à ce stade, l'accusée aurait paniqué et se serait excusée ou aurait regardé autour d'elle avec confusion. Mais Leila Aslan n'avait pas du tout cet air-là. « Les faits, répète Depardieu d'un ton condescendant, sont que vous êtes accusée d'avoir violé la loi moderne à cause de vos croyances. Ne vous moquez pas de moi, Madame Aslan, dites-moi pourquoi vous vous sentez spéciale. » Leila respire calmement et regarde Depardieu dans les yeux, puis elle fouille lentement dans la poche de sa veste. À ce moment-là, les agents de sécurité de la gendarmerie nationale, présents dans la salle d'audience, se crispent. Depardieu fronce les sourcils, mais Leila ne sort qu'un petit portefeuille en cuir, et lorsqu'il l'ouvre et en sort une petite carte d'identité, la salle d'audience devient silencieuse comme si on la coupait avec un couteau. L'écriture sur la carte d'identité brillait en relief doré. Leila Aslan, membre de la commission des droits de l'homme du ministère français de l'Intérieur. Le visage de Depardieu devient soudain cendreux. Le stylo dans la main du procureur tombe sur le sol. Les jurés se penchent en avant, surpris. Leila pose sa carte d'identité sur le bureau du juge. C'est comme si elle posait la carte la plus forte sur une table de poker. « Je m'appelle Leila Aslan, dit Leila, la voix d'acier. Je suis une combattante pour les droits de l'homme et la justice, et c'est exactement pour cela que je suis ici. » La mâchoire de Depardieu se crispe et, pour la première fois, il sent qu'il doit choisir ses mots avec soin. Leila rompt à nouveau le silence et sort un dossier scellé de son sac. « Voici un document officiel du ministère de l'Intérieur, dit-elle, qui indique que le policier Jean Renaud a reçu de multiples plaintes pour comportements discriminatoires à l'égard des croyances religieuses. » La salle se tait à nouveau, horrifiée. Les doigts de Depardieu se crispent sur son pupitre, son visage se crispe, ses yeux parcourent rapidement la salle. La voix de Leila est claire et calme. « Monsieur Renaud, vous êtes un homme de loi, mais je me demande si vous appliquez la loi de manière impartiale ou si vous êtes influencé par votre propre idéologie.
Depardieu ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sort. Les documents que Leila a laissés sur la table montrent clairement qu'elle est partiale et influencée par ses préjugés religieux. Le procureur en a finalement assez et se penche en avant. « Votre honneur, nous devons vérifier la validité de ces documents », dit-il d'une voix tremblante. Mais Leila est prête à lui donner le coup de grâce. Un silence étouffant règne dans le palais de justice de Paris. Les regards tendus des personnes présentes semblent suspendus dans l'air humide de la salle. La lumière vacillante des lampes fluorescentes blafardes du plafond jette une atmosphère lugubre sur les bancs de bois sombres. Le juge Gérard Depardieu se dirige d'un pas lourd vers son bureau et commence à en tapoter impatiemment la surface avec ses doigts. Depardieu, la soixantaine bien sonnée, incarne l'autorité avec son regard acéré et ses rides de plus en plus marquées. Pour lui, cette affaire n'est pas différente des autres. Il n'a même pas regardé le dossier de l'accusé. Pourtant, les événements de ce jour-là vont radicalement changer la vie de Depardieu. La femme assise en face de lui n'est pas une accusée comme les autres, et Gérard Depardieu va payer au prix fort son arrogance. La femme assise bien droite sur le banc des accusés s'appelle Leila Aslan. Ses longs cheveux noirs sont serrés sous son foulard et sa robe élégante mais simple lui donne l'air d'une statue. Sa présence dégage un calme et une détermination extraordinaire dans la salle d'audience. Lorsque le regard de Depardieu se pose sur elle, il la considère avec mépris. « Voyons qui va nous faire perdre notre temps aujourd'hui », marmonne Depardieu, et sa voix résonne dans la salle. Certains jurés s'agitent, nerveusement. Le procureur, un homme jeune et ambitieux, est absorbé par les papiers qu'il a devant lui, serrant les dents, mais il reste silencieux. Le visage de Leila ne montre pas le moindre signe d'émotion. Le juge Depardieu regarde Leila du coin de l'œil et prend un ton sarcastique. « Je suppose que vous êtes ici pour me dire que vous avez été mal comprise pour des raisons religieuses, n'est-ce pas ?» Son ton est clairement condescendant. Quelques personnes au dernier rang de la salle d'audience rient légèrement. Leila répondit par un sourire élégant, mais ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui répond à une insulte sarcastique, mais le sourire d'un sage qui sait tout mais ne dit rien. « Votre honneur, » dit Leila d'une voix douce mais ferme, « je pense que nous devrions tous nous concentrer sur les faits plutôt que sur nos croyances personnelles. » La moquerie sur le visage de Depardieu disparaît l'espace d'un instant. L'assurance de cette femme met Depardieu mal à l'aise. Normalement, à ce stade, l'accusée aurait paniqué et se serait excusée ou aurait regardé autour d'elle avec confusion. Mais Leila Aslan n'avait pas du tout cet air-là. « Les faits, » répète Depardieu d'un ton condescendant, « sont que vous êtes accusée d'avoir violé la loi moderne à cause de vos croyances. Ne vous moquez pas de moi, Madame Aslan, dites-moi pourquoi vous vous sentez spéciale. » Leila respire calmement et regarde Depardieu dans les yeux, puis elle fouille lentement dans la poche de sa veste. À ce moment-là, les agents de sécurité de la gendarmerie nationale présents dans la salle d'audience se crispent. Depardieu fronce les sourcils, mais Leila ne sort qu'un petit portefeuille en cuir, et lorsqu'il l'ouvre et en sort une petite carte d'identité, la salle d'audience devient silencieuse comme si on la coupait avec un couteau. L'écriture sur la carte d'identité brillait en relief doré. Leila Aslan, membre de la commission des droits de l'homme du ministère français de l'Intérieur. Le visage de Depardieu devient soudain cendreux. Le stylo dans la main du procureur tombe sur le sol. Les jurés se penchent en avant, surpris. Leila pose sa carte d'identité sur le bureau du juge. C'est comme si elle posait la carte la plus forte sur une table de poker. « Je m'appelle Leila Aslan, » dit Leila, la voix d'acier. « Je suis une combattante pour les droits de l'homme et la justice, et c'est exactement pour cela que je suis ici. » La mâchoire de Depardieu se crispe et, pour la première fois, il sent qu'il doit choisir ses mots avec soin. Leila rompt à nouveau le silence et sort un dossier scellé de son sac. « Voici un document officiel du ministère de l'Intérieur, » dit-elle, qui indique que le policier Jean Renaud a reçu de multiples plaintes pour comportements discriminatoires à l'égard des croyances religieuses.
La salle se tait à nouveau, horrifiée. Les doigts de Depardieu se crispent sur son pupitre, son visage se crispe, ses yeux parcourent rapidement la salle. La voix de Léla est claire et calme. « Monsieur Renaud, vous êtes un homme de loi, mais je me demande si vous appliquez la loi de manière impartiale ou si vous êtes influencé par votre propre idéologie. » Depardieu ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sort. Les documents que Leïla a laissés sur la table montrent clairement qu'elle est partiale et influencée par ses préjugés religieux. Le procureur en a finalement assez et se penche en avant. « Votre honneur, nous devons vérifier la validité de ces documents, dit-il d'une voix tremblante. Mais Leïla est prête à lui donner le coup de grâce. Hier, vous avez montré le vrai sens de la justice en suivant votre conscience. Depardieu fait une proposition à Leïla. Je veux créer avec vous une fondation pour la justice qui diffusera le vrai sens de la justice et aidera les gens. » Les yeux de Leïla s'illuminent. « C'est une idée géniale, dit-elle. Je serais heureuse de participer à ce projet. » Depardieu et Leïla commencent à travailler sur la fondation, qu'ils appellent la lumière de la justice. La fondation organise des séminaires, dispense des formations et tente de diffuser le véritable sens de la justice en aidant les personnes dans le besoin. Les années ont passé et la fondation La Lumière de la Justice a connu un grand succès. Elle est devenue une organisation connue non seulement en France, mais aussi dans de nombreux pays du monde. Depardieu et Leïla ont porté la lumière de la justice dans le monde entier. Un jour, une grande conférence a été organisée au siège de la Fondation. Des avocats, des militants et des défenseurs des droits de l'homme du monde entier se sont réunis pour discuter de l'avenir de la justice. À la fin de la conférence, Leïla est montée sur scène. Au début de son discours, ses yeux parcourent la salle, un par un. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour discuter de l'avenir de la justice, mais nous ne devons pas oublier que la justice doit exister non seulement dans l'avenir, mais aussi dans le présent. La justice ne vit pas seulement dans les salles d'audience, mais aussi dans le cœur de chacun d'entre nous. » Alors que Leïla poursuit son discours, l'expression de fierté sur le visage de Depardieu devient encore plus prononcée. Leïla disait au monde ce que Depardieu lui avait appris. À la fin du discours, Depardieu monte sur scène. Il prend la main de Leïla et ensemble, ils regardent la foule dans la salle. « Chers amis, dit Depardieu d'une voix tremblante, j'ai tenu la balance de la justice dans mes mains pendant la plus grande partie de ma vie, mais grâce à Leïla, j'ai appris le vrai sens de la justice. La justice n'est pas seulement ce qui est écrit dans les livres de droit, la justice vit dans les cœurs et les consciences des gens. » Les yeux de Gérard Depardieu se remplissent de larmes lorsqu'il termine son discours. « Leïla, dit-il, tu as été un tournant dans ma vie, tu m'as réappris ce qu'est la justice. » Leïla sourit à Depardieu. « Votre honneur, dit-elle, ensemble, nous avons allumé la lumière de la justice et cette lumière brûlera pour toujours. » Des années plus tard, Depardieu et Leïla, fatigués par leur âge, étaient assis dans une petite pièce de la fondation Lumière de Justice et regardaient en haut par la fenêtre. Dehors, des bénévoles de la fondation donnaient des conférences à des enfants sur la justice et les droits de l'homme. Depardieu regarde Leïla et sourit. « Leïla, dit-il, regarde, nos graines poussent. » Leïla prend la main de Depardieu. « Votre honneur, dit-elle, nous n'avons fait que planter les graines. C'est la conscience des gens et leur quête de justice qui les ont fait fleurir. » Depardieu respire profondément. « Leïla, dit-il, je suis arrivé au terme de ma vie, mais je sais que grâce à vous, la lumière de la justice continuera de brûler à jamais. » Les yeux de Leïla se remplissent de larmes. « Votre honneur, dit-elle, vous m'avez appris ce qu'est la justice et je vous promets de porter cette lumière pour toujours. » Depardieu serre la main de Leïla et ferme les yeux, rendant son dernier soupir avec un sourire paisible. Leïla continue de tenir la main de Depardieu. Des larmes coulent sur ses joues, mais elle est profondément apaisée. Depardieu lui avait confié la lumière de la justice et elle avait promis de porter cette lumière pour toujours.